Cette semaine, on met la table pour la restauration québécoise vue par les journaux et les guides touristiques de 1960 à nos jours. C'est le sujet de la thèse de notre invitée, Gwenaëlle Reit, directrice générale des Lauriers de la gastronomie québécoise. Je suis Nicolas Boulet et vous écoutez On met la table, un balado de l'association Restauration Québec. Bienvenue. Comment a évolué la restauration québécoise au fil des ans? Y a-t-il une définition claire de la cuisine québécoise? Quelles grandes tendances, aussi bien dans l'assiette que dans les décors, ont marqué les 60 dernières années? Eh bien, toutes ces questions, Gwenaëlle Reit, actuelle directrice générale des Lauriers de la gastronomie québécoise, ancienne chargée de cours à l'ITHQ et à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, s'y est intéressée dans sa thèse, mais d'une manière bien particulière. L'ancienne journaliste gastronomique à l'hebdomadaire culturel Voir dans les années 2010 a en effet parcouru des centaines d'extraits de critiques gastronomiques et d'articles issus de guides touristiques de 1960 à 2017. Alors Gwenaëlle, comment a germé cette idée de thèse dans votre esprit? Alors, en fait, c'est une question très simple qui a animé ma curiosité par rapport à ce sujet-là. Donc, moi, je viens de Suisse, je viens de l'étranger, et en arrivant au Québec... en étant curieuse, en fait, des cultures alimentaires des pays que j'ai visités par le passé. Donc, en arrivant au Québec, ce que je me suis posé comme question, c'était... qu'est-ce qui caractérise le Québec par rapport à sa culture alimentaire? Quelles sont les spécialités? Où est-ce que je peux les manger? Et rapidement, je me suis rendu compte que les gens à qui je m'adressais avaient finalement peu de réponses ou c'était toujours assez vague. On me disait, on a la tourtière qu'on mange à Noël, on a la cabane à sucre, mais il n'y a pas vraiment de resto où on peut aller manger ces spécialités-là. Évidemment, on m'a mentionné la poutine ou quand... on parle plus spécifiquement de Montréal, il y a le bagel puis le smoke meat qui sortait. Mais en gros, je me suis assez vite rendu compte que les spécialités culinaires québécoises ressortaient peu, puis les gens avaient finalement peu d'infos à me donner là-dessus. Puis ça m'a paru quand même assez étonnant, sachant que le Québec est quand même une province très... affirmée du point de vue de son identité, de sa langue, de sa culture littéraire, musicale, cinématographique. Donc, je me disais, mais pourquoi, finalement, au niveau de l'alimentation, il y a peu de choses qui ressortent. Donc, voilà. Ça a été le point de départ un peu de ma thèse, de me dire, comment ça se fait qu'au restaurant, il n'y a pas cette culture-là, alors que dans d'autres pays, on peut facilement aller retrouver des spécialités italiennes, françaises, péruviennes et j'en passe, quasiment chaque pays. Puis même d'ailleurs, Montréal a énormément de restos de différentes spécialités. Donc comment ça se fait que finalement le Québec ne ressorte pas dans cette restauration. Donc, ça a été le point de départ. Et puis, j'ai travaillé avec une historienne qui est Julia Sergault, qui était prof à l'UQAM à l'époque. Je suis partie, en fait, sur un travail d'archives. Donc, j'ai étudié, finalement, les guides de restaurants, les guides de voyage qui étaient produits au Québec, au Canada, mais aussi en France et aux États-Unis. Et c'est à travers les représentations que je me suis retrouvée à étudier ce restaurant québécois. Parce que dans ces guides, souvent, on classe par nationalité, par spécialité culinaire. Donc, je suis allée voir s'il y avait des restaurants québécois. Et si oui, qu'est-ce qu'ils étaient, en fait? Comment on parlait d'eux? Qu'est-ce qu'on y présentait dedans? Donc voilà, c'était un peu une longue introduction pour expliquer comment j'ai abordé cet objet-là. J'ai aussi étudié des articles de journaux, donc toutes les critiques de restaurants. Et donc, ce qui est étonnant, ou pas, ça dépend un peu la vision qu'on peut avoir du restaurant québécois, c'est que depuis les années 60, parce que c'est la période aussi que j'ai étudiée, des années 60 à 2017, évidemment, ce restaurant dit québécois évolue quand même beaucoup dans le temps. Au départ, on parlait d'un restaurant canadien-français. On ne parlait pas de Québec, d'ailleurs, ce qui est assez logique avec la Révolution tranquille et l'affirmation, finalement, de toute cette identité québécoise qui va apparaître un peu plus tard dans le temps. Donc, son nom change, mais aussi ce qu'on y sert va beaucoup changé. Donc, au départ, dans les années 60, 70, même 80, on était beaucoup dans cette cuisine un peu, qu'on va dire traditionnelle aujourd'hui, donc où on va justement servir ces fameuses spécialités comme la tourtière, du jambon à l'érable,
de la tarte au sucre, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'époque? Les fèves au lard apparaissent un peu plus tard, mais on va être un peu dans cette cuisine qu'on va beaucoup associer à l'époque de la Nouvelle-France. D'ailleurs, il va y avoir toute une catégorie de restaurants qui vont être un peu des mises en scène historiques aussi, qu'on va retrouver principalement dans le Vieux-Montréal, où le personnel va être habillé en fille du roi, avec des costumes d'époque. On va même avoir le restaurant Le Festin du Gouverneur, qui était sur l'île Sainte-Hélène, hein, dans l'ancien fort, en fait. Donc, il va y avoir carrément le décor historique et là, on va avoir une mise en scène avec carrément un repas spectacle avec un gouverneur qui va faire tout un discours. On va manger dans une vaisselle en étain avec une dague, il n'y aura pas de couvert, tout le monde est à la même table. Donc on pousse carrément la référence à l'histoire de façon un peu exagérée, folklorique, un peu... stéréotypé en fait, mais qui marchait très bien. En tout cas, c'est ce qui était vendu dans les guides. Hein. Puis c'est toujours ça qu'il faut garder en tête parce que des fois, il y a eu des réactions un peu à mes travaux où les gens trouvent que c'est vraiment cliché et stéréotypé. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est un regard qui est donné sur cette restauration-là à travers des guides touristiques ou des critiques de restaurants. Donc c'est sûr que ce qu'on va vendre aux touristes, ben, c'est une image, c'est une représentation en fait. Et peut-être que si on étudie d'autres sources, ben, on aura d'autres aspects qui peuvent ressortir. Mais c'est aussi difficile de savoir qu'est-ce qui a été servi dans les années 60. Hein. Il faudrait retrouver des vieux menus ou il faudrait retrouver des propriétaires de cette époque-là. Et ben ça commence à faire pas mal d'années aussi. Donc, c'est difficile des fois de retrouver ces traces historiques. Puis les restaurants n'étaient pas forcément considérés comme des objets intéressants pour lesquels on va garder des traces. Hein. Les restaurateurs ne gardent pas souvent des vieux menus, des vieux objets qui Exact, c'est parfois compliqué, mais pour revenir peut-être d'emblée tes travaux, ouais. Qu'est-ce qui t'a frappé quand tu as ouvert les premiers livres, les premiers guides, les premières coupures de journaux? Ouais. Qu'est-ce qui t'a frappé quand tu as commencé à te plonger dans cette recherche-là? Ben, c'est la faible représentation des restaurants québécois. Donc présentés comme étant québécois, donc de ces spécialités québécoises dans les ouvrages. Donc en fait, il y en a depuis les années 60, mais c'est toujours peu, alors qu'on retrouvait déjà à l'époque des fois des restaurants de spécialités russes, des fois coréennes, algériennes, polonaises et j'en passe. Là. Puis des fois, c'est très pointu. Hein. Des fois, on retrouve peut-être qu'aujourd'hui, ça nous frappe moins parce que on est habitué à avoir énormément de cuisines différentes, mais déjà dans le début des années 60, on avait déjà quand même une grande variété de restos, déjà japonais, chinois et compagnie. Donc québécois, ben, il y en a toujours, mais c'est très peu d'établissements, c'est une poignée chaque fois. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des fois de la difficulté à se mettre d'accord sur une définition. Il y a des restos qui vont faire consensus. La Binerie Mont-Royal, depuis les années 80, c'est vraiment le resto québécois qui va perdurer dans le temps et qui est considéré comme québécois par l'ensemble des sources. Par contre, il y a d'autres restos, ben, des fois, ils vont être considérés comme un resto français, d'autres fois, ça va être québécois, d'autres fois, ça va être québécois et quelque chose. Donc, des fois, c'est pas, la définition même n'est pas facile à circonscrire. Donc, de savoir qu'est-ce qu'on met là-dedans. Puis, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment le mouvement de la nouvelle cuisine québécoise qui va s'installer avec l'émergence des nouveaux chefs qu'on voit aujourd'hui et qu'on reconnaît comme étant des chefs participant à la construction de cette nouvelle cuisine québécoise qui se détache beaucoup des spécialités et qui se base beaucoup sur les produits locaux, mais sans pour autant faire émerger une spécificité propre au Québec. Donc,
Moi, ce que je questionne aussi là-dedans, c'est de dire, est-ce que le fait de cuisiner avec des produits québécois, sans forcément les nommer, fait une cuisine québécoise? Donc, ça, c'est un peu la question que je pose, de dire, est-ce que c'est suffisant de dire... Est-ce qu'il y a un restaurant de cuisine mexicaine qui va cuisiner avec des produits québécois, fait une cuisine mexicaine, une cuisine québécoise d'inspiration mexicaine? Enfin, vous voyez, donc est-ce que c'est suffisant finalement de se positionner à travers le produit québécois sans forcément faire référence à une spécificité qui serait plus ancrée dans des plats typiques, dans des recettes, dans des façons de faire, dans des traditions comme par exemple la cabane à sucre ou des choses comme ça. Donc c'est un petit peu ça, mais là on s'entend qu'on est dans des réflexions très théoriques et que on peut... Après, chacun se définit comme il veut, puis chacun est acteur de la cuisine qu'il fait. Dans les acteurs plus contemporains, donc je parlais de la Binerie, il y a le Pied de Cochon, par exemple, qui est un autre restaurant plus récent, qui lui aussi s'impose comme un restaurant québécois dans les différentes sources analysées. Donc, Martin Picard est un acteur de cette nouvelle cuisine québécoise, mais qui s'inspire de la tradition, donc de revisiter les plats traditionnels tout en les gastronomisant et en jouant aussi un peu avec ces plats-là. Depuis les années 80, en tout cas dans ma thèse, c'est ça qui ressortait, on est beaucoup en rupture avec cette image... Tu sais, comme je parlais tout à l'heure de la Nouvelle-France, de notre passé un peu mythique, historique, glorieux, notre lien avec la France, mère-patrie. À partir des années 80, on voit vraiment une rupture dans le discours et dans notre capacité à affirmer autre chose et à nous identifier, en fait, collectivement dans des établissements plus simples comme la Binerie, où tout d'un coup, on accepte notre américanité, notre urbanité, à travers des plats aussi plus simples. Puis c'est là qu'émerge justement le pâté chinois, le pâté au poulet, les fèves volards, le pudding chômeur, qui sont des plats qui tout d'un coup s'affirment beaucoup plus. Puis ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas avant, mais ça veut dire qu'on en parle tout d'un coup comme étant quelque chose de typique du Québec. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans l'analyse sur le long terme, c'est de voir pourquoi tout d'un coup, on parle de choses comme étant typiquement québécoises. Et la Binerie, c'est vraiment étonnant parce qu'elle existe depuis 1938, mais c'est qu'à partir de la fin des années 80 que tout d'un coup, elle apparaît dans les guides comme étant vraiment un établissement à visiter. Et là, on va avoir... Moi, j'ai travaillé uniquement sur Montréal, mais on va avoir Wilenski, on va avoir chez Schwartz, on va avoir tous ces établissements-là qui, avant, n'étaient pas du tout mentionnés. Est-ce que ça a à mettre en parallèle avec une affirmation identitaire politique aussi des années 80 au Québec? Oui, complètement. Oui. Moi, c'est ça, c'était... Ce qu'il faut toujours analyser, c'est le contexte aussi, parce que sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi tout d'un coup, des choses apparaissent, disparaissent, s'affirment. Et oui, en effet, enfin, moi, en tout cas, dans mon travail, je l'associe complètement à la Révolution tranquille, à l'affirmation d'une francophonie, et puis d'un Québec, justement, qui est plus urbain, plus en lien avec l'Amérique du Nord, qui affirme sa spécificité, en fait. Tu as parlé des années 80 comme une première rupture, disons, avec une affirmation plus grande de ce qu'on fait, de ce qu'on donne dans les restaurants. Est-ce que dans les années 2000-2010, tu as entrevu aussi une nouvelle rupture? Comment tu as vu les années 2000, disons? Ben oui, là, en fait, c'est ce qu'on appelle plus en sociologie ou comme ça, il y a vraiment une création de la tradition. C'est-à-dire que ce qui était de la cuisine québécoise jusqu'alors, tout d'un coup, elle s'appelle de la cuisine québécoise traditionnelle. Donc, on a vraiment une rupture dans le discours. Donc, la tradition, c'est tous ces plats, comme je disais, tourtière, jambon à l'érable, pâté au poulet, pâté à la viande et compagnie, deviennent des mets traditionnels. Et
il y a cette nouvelle cuisine québécoise qui émerge, qui justement passe davantage par l'utilisation des produits locaux, des artisans locaux. Et donc, on a même des dénominations comme la nouvelle cuisine québécoise traditionnelle. Là, on va carrément jouer sur des espèces d'appellations ou cuisine traditionnelle québécoise revisitée. Il va y avoir des sortes d'appellations comme ça. Ce qui est super intéressant, c'est la poutine, par exemple. La poutine, elle apparaît très tardivement dans les guides comme étant une spécialité. C'est que dans les années à peu près 90 que là, elle va être présentée. Puis c'est très drôle parce qu'au début, dans des guides français, il va y avoir des petites phrases qui vont dire, bon, il semble que ce serait une spécialité à ne pas manquer, alors accrochez-vous, ce sont des frites avec du fromage et de la sauce. D'une façon un peu dédaigneuse de l'auteur qui souligne ce truc un peu bizarre, mais qu'il faudrait peut-être goûter, en tout cas que les gens du coin aiment bien. Et en fait, elle va devenir donc cette espèce de spécialité à découvrir rapidement quelque chose de traditionnel. Donc, en l'espace de 20 ans, je dirais, elle devient un emblème, en fait, de la culture culinaire québécoise, mais en très, très peu de temps. Et c'est ça qui est fascinant aussi, c'est de voir comment quelque chose apparaît et devient rapidement un emblème. Et de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on n'en mangeait pas avant. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on l'identifie et on la présente aux touristes comme étant une spécialité, comme étant quelque chose d'intéressant à découvrir de la culture québécoise alimentaire. Et donc, c'est ça. Donc, au tournant des années 2000, c'est vraiment la création de cette tradition, mais qui coïncide avec toute l'émergence et l'affirmation des chefs Normand Laprise, Martin Picard, Daniel Vézina et j'en passe, hein, tous les grands chefs de cette école-là ou qui ont beaucoup, beaucoup mis de l'avant les produits locaux, les artisans québécois et qui s'inspirent de la volonté aussi de l'Institut du tourisme et de l'hôtellerie, de l'ITHQ, de travailler sur cette nouvelle cuisine québécoise. Hein. Ils ont publié beaucoup de livres, ils ont fait aussi beaucoup de travaux pour aller vers cette nouvelle cuisine québécoise. Donc, c'est vraiment un mouvement aussi de renouveau, mais qui s'inscrit plus globalement aussi, à l'échelle mondiale. On est aussi dans ce mouvement d'utiliser les produits locaux, de revenir aux sources un peu aussi de la cuisine, dans cet espace mondialisé où finalement tout le monde mange la même chose partout, là. Exact. Est-ce que dans les coupures de journaux, les guides, également, dans les années peut-être 2000-2010, on a fait plus place au chef en tant que tel? Est-ce qu'il y a plus de notion du chef que finalement que le restaurant ou que le plat? Est-ce que le chef apparaît un peu plus comme une figure de la restauration? Oui, probablement un peu plus dans les années 2000, parce qu'on est aussi dans ce phénomène un peu plus de surmédiatisation, j'ai envie de dire, de la figure du chef, hein, qui devient vraiment un personnage à part entière. Mais on mentionne quand même déjà des chefs dans les années 70. Il y a déjà des noms qui ressortent avec même des gens qui font des trucs. Faudrait que je recherche les noms, là, je les ai perdus, mais où on retrouve déjà des initiatives de produits locaux. Les produits locaux sont quand même présents, je te dirais, dès les années 60-70, où on retrouve déjà du faisan d'Oka, du fromage d'Oka, le canard du lac Brome. On va quand même déjà trouver des produits québécois qui sont mentionnés comme des spécialités régionales, comme ça, relativement tôt dans la période. C'est pas généralisé, mais on retrouve quelques mentions. Mais c'est sûr qu'à partir des années 2000, c'est l'explosion et c'est surtout par la démarche de certains chefs, justement, qui sont devenus des gens connus, en fait. Mais ça coïncide de nouveau avec un contexte médiatique où la cuisine, l'alimentation prend une place de plus en plus importante au niveau des médias, en fait.
la définition de la cuisine québécoise parfois est un peu floue. Est-ce que, tantôt tu l'as abordé également, est-ce que la restauration devrait prendre ça en main? Je t'ai vu parler d'une sorte de manifeste. Tu peux nous en dire quelques mots? Tu sais, je disais tout à l'heure qu'il y a certaines personnes qui s'offusquent un peu de finalement se voir définies par la poutine ou par des spécialités très classiques comme justement les fèves au lard ou la cabane à sucre, puis je trouve ça très réducteur. N'en reste pas moins que c'est ça qui ressort dans les guides, qui ressort... tu sais, je me souviens du fameux épisode où il y avait eu le fameux article dans Elle à table, il y a quelques années, sur Ricardo, où ça avait fait tout un tollé parce que le journaliste avait fait un portrait plutôt réducteur et... En tout cas, peu... ça questionnait beaucoup, en tout cas, par rapport à la façon dont on avait été défini et décrit dans notre culture alimentaire. Donc, à un moment donné, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression qu'on aurait un travail collectif à faire de définition, de dire, OK, si on veut s'affirmer, si on veut se définir collectivement autour d'une alimentation, d'une gastronomie qui nous ressemble et dans laquelle on se reconnaît, je pense qu'on aurait un travail à faire. Mais c'est de s'asseoir tout le monde ensemble et de dire, bon, ben, OK, qu'est-ce qui fait qu'on est québécois à travers notre alimentation? C'est quoi les traits qui nous caractérisent? C'est quoi les plats? C'est quoi nos façons de faire? Puis oui, il y a des produits, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour nous définir. Donc, comment... collectivement, en fait, on se définit autour de notre alimentation. Tu sais, je pense qu'on est capable de le faire autour d'une littérature, de la musique, d'un territoire, d'une langue. Mais pourquoi on ne le fait pas au niveau de notre alimentation? Et donc, tu sais, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais j'ai l'impression qu'on aurait tout intérêt, en tout cas, à y réfléchir, à poser peut-être des bases. Tu sais, les pays nordiques d'Europe du Nord l'ont fait à travers un manifeste en Scandinavie. Tu sais, c'est des choses assez simples. Donc, je pense qu'on pourrait le faire collectivement, tu sais, de dire, ben, qu'est-ce qui fait qu'on est québécois autour de notre alimentation? Qu'est-ce qui fait que cette alimentation-là, cette cuisine-là, elle est québécoise, puis elle n'est pas du Vermont, elle n'est pas d'Alberta, elle n'est pas d'ailleurs, en fait. Donc voilà, mais après, c'est pas à moi de le faire pour les autres. Enfin, je veux dire, je veux bien prendre part à la réflexion et tout ça, mais je veux dire, c'est aux acteurs, en fait, de le faire, que ce soit des chefs, des producteurs, des artisans, de se dire, bon, ben OK, est-ce que collectivement, on a envie de se définir? Et je pense que du moment où on aura une définition, qu'elle soit précise ou pas, mais en tout cas des grandes lignes qui nous permettent au moins de dire, ben voilà, nous, c'est ça, ben ça sera peut-être aussi plus facile de se vendre dans le sens de dire aux autres ce qu'on est, pour que les autres nous reconnaissent et de ne pas toujours se faire définir par l'autre, si c'est quelque chose qui nous fâche, en fait. Alors ça peut nous amener à la question qui peut être fâchante ou fâcheuse sur l'arrivée du guide Michelin au Québec. Là-dessus, effectivement, on peut se poser la question, c'est est-ce qu'on est défini par l'autre ou l'autre peut nous aider également à nous définir, à prendre un pas de recul et nous dire oui, effectivement, on fait des choses bien, regardez comment on est noté, entre guillemets, par le guide Michelin. L'identité, hein, c'est toujours un rapport à l'autre, en fait. Hein. C'est que je me définis ou on se définit par rapport aux autres. Ça peut être quand il y a une menace, ça peut être par volonté de différenciation. Il faut trouver, en fait, un peu le moteur de l'envie de se définir. Tu sais, je pense qu'au Québec, on le fait beaucoup par la langue parce qu'on est minoritaire, le français par rapport aux anglophones. Donc, est-ce que le Michelin, c'est un moteur pour se définir collectivement? Ça peut. C'est de nouveau, tu sais, on sait qu'il y avait eu Goemio il y a quelques années, ça avait pas été super bien reçu non plus. Reste à savoir après de qu'est-ce qu'on fait de cette
arrivée-là, de ce guide qui maintenant est présent dans le décor. Il ne l'a pas été pendant très, très longtemps. Maintenant, on a décidé de le faire venir. Que ça nous plaise ou non, ben, pour le moment, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se fâche puis on dit qu'on ne veut pas embarquer? Ça peut être une option. Il y a beaucoup de chefs en Europe qui décident de lâcher le bateau parce qu'ils ne veulent pas embarquer dans les étoiles, dans toute cette course folle aussi, hein, qui est quand même beaucoup de pression pour beaucoup de chefs, qui peut être un moteur aussi. Donc, soit on décide de ne pas embarquer, ça se peut, ou alors on décide d'embarquer, puis on le fait bien. Ça peut être un moteur pour être meilleur, pour s'affirmer dans des standards qui sont plus internationaux. Ça, de nouveau, c'est collectif, hein, c'est de savoir est-ce que j'ai le goût ou pas d'embarquer. Je pense que le guide Michelin est un fabuleux constructeur de destinations gastronomiques. On l'a vu, il y a beaucoup de travaux académiques qui montrent comment ça positionne des régions, ça positionne des territoires. Au Québec, est-ce qu'on a cette sensibilité-là? En tout cas, des premiers résultats, ça a l'air. Tu sais, les restos qui ont été étoilés ou mentionnés ont quand même... je pense que leur carnet de réservation, ça va plutôt bien. Je pense que c'est des restos pour qui ça allait déjà, c'est quand même très bien. Maintenant, à voir les autres, tu sais, est-ce qu'ils veulent embarquer ou pas? Mais reste que c'est un bon... je pense que c'est un bon moteur pour aller de l'avant, pour se dépasser, améliorer la qualité. Après, est-ce qu'on a été mal compris? Ça se peut aussi, ouais. Il y a peut-être des choses qui font qu'au Québec, c'est différent. C'est pas tout à fait la même chose qu'ailleurs. Puis c'est ça qu'il faudrait peut-être être capable de faire comprendre, en fait, de qui on est. Gwenaëlle, quand on se lance dans une thèse, souvent on a un attachement au sujet, une émotion qu'on a particulièrement avec ce sujet-là. Toi, quelle est cette émotion, quel est cet attachement à l'industrie de la restauration? Bonne question. C'est comme un univers qui a toujours été dans ma vie. Moi, ma mère a travaillé en restauration longtemps. J'ai failli m'orienter dans la restauration. J'ai été un peu cantinière pour des équipes de tournage. Mais l'alimentation, pour moi, a toujours eu une place très, très centrale dans ma vie. Là, je me lève le matin, puis je pense à ce que je vais manger le soir. Donc, il y a vraiment... il y a une grande curiosité aussi par rapport à la découverte, comme je le disais au début, hein, des cultures alimentaires. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie et c'est un domaine qui me touche beaucoup, en fait. Je trouve que c'est un univers merveilleux. C'est très difficile aussi. C'est un milieu de travail qui est souvent ingrat, on est toujours présent quand les autres font la fête, quand les autres célèbrent. Donc, c'est pas facile, c'est beaucoup d'heures de travail, la reconnaissance n'est pas toujours à son maximum non plus. Puis ça, c'est valable autant pour la restauration que les gens qui produisent... dans le champ ou avec des animaux qui pêchent et tout ça. Donc, alors que c'est tellement fondamental, en fait, c'est nourrir le monde, que ce soit pour célébrer dans un cadre festif ou simplement par nécessité, parce qu'on doit manger 3 fois par jour. Je trouve que ça mériterait d'être un peu plus considéré, au même titre que l'éducation ou des domaines fondamentaux de nos sociétés. Et comme je le disais avant, là, c'est tellement transversal, ça a un impact qui est tellement large que de le considérer vraiment dans sa globalité, pour moi, c'est vraiment nécessaire et fondamental, en fait. Alors, tu portes une deuxième casquette qui va dans ce sens de récompenser, mettre en avant, en valeur le travail de la restauration, des restauratrices, des restaurateurs, des producteurs, des productrices. Tu es directrice générale des Lauriers de la gastronomie québécoise. Parle-nous un peu de cette, maintenant presque institution, cet événement qui est devenu un incontournable dans la restauration. Oui, c'est ça. Ça fait que depuis décembre dernier, donc ça fait pas tout à fait un an que je suis entrée en poste. C'est
C'est un OBNL qui a de grandes ambitions, donc justement de valoriser, de donner une voix à tous ces acteurs, de leur permettre, en tout cas pour une soirée, que leur travail soit reconnu par l'industrie aussi. Hein. C'est ça qui est important, c'est que c'est quand même un processus où finalement c'est l'industrie, donc les acteurs, la fameuse brigade, hein, donc toute personne qui travaille dans l'industrie, que ce soit par la restauration, d'être journaliste gastronomique, d'être prof, chercheur ou cuisinier, producteur. Donc toutes ces personnes-là peuvent en fait désigner, proposer la candidature des gens qu'ils considèrent dans toutes ces catégories-là. Et puis après, de voter pour les finalistes. Donc, c'est quand même un processus démocratique. C'est pas payant c'est gratuit, totalement gratuit. Il n'y a pas de dossier à déposer, donc il n'y a pas de barrière non plus à ce niveau-là pour proposer toutes les personnes qu'on considère. Et puis, c'est à travers cette soirée, donc de donner un moment aussi. Hein, ce qui me frappe toujours, hein, c'est souvent d'entendre les gens nous dire, nous, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est toujours là pour permettre aux autres de célébrer. Donc là, d'avoir une soirée où tout le monde se retrouve et puis on les célèbre eux. Ça, déjà, je trouve ça chouette d'avoir ce moment-là. Et puis, l'idée, c'est de dépasser, en fait, cet événement unique annuel pour, justement, créer d'autres occasions de collaboration, de création. Donc, on a commencé cette année avec un nouveau projet, le Festival Mange-Tout, où l'idée, c'était d'avoir des conférences, donc d'apporter du contenu pour continuer à penser cette gastronomie, peut-être collectivement, d'essayer de trouver des façons de répondre à certains enjeux, comme on disait, l'accès à certains poissons, par exemple, ou de découvrir des nouvelles espèces de végétaux qui seraient plus adaptés avec les changements climatiques ou ces choses-là. D'avoir aussi toujours ces occasions de rencontre, ces occasions de collaboration, parce que tout le monde travaille fort, tout le monde est dans sa cuisine, dans son champ. Puis ils ont tous un peu leur réseau, mais des fois de leur permettre justement, de réseauter, de rencontrer d'autres personnes, de collaborer sur d'autres projets, ça peut être aussi enrichissant et ça contribue justement au développement de cette gastronomie. Petite question pour terminer sur la vision que tu as d'un restaurant. On en parlait en préambule de cette entrevue, sur la vision peut-être d'un restaurant plus qu'une entreprise. Oui, on peut, le restaurant, puis c'est des fois ce que je dis aux étudiants qui se forment dans ces domaines-là, c'est qu'on peut être une entreprise, point. Donc, se soucier de faire des ventes et d'avoir des revenus et puis de générer des bénéfices. Mais on peut aussi se questionner davantage sur notre impact, en fait, qui soit social, culturel, territorial. Donc, de concevoir, en fait, le restaurant comme une entreprise, mais aussi un lieu de rencontres, de rassemblements, de célébrations, donc au niveau plus de son public, mais aussi au niveau des gens avec qui un restaurateur peut être amené à travailler, à collaborer. Donc on parle des producteurs, des artisans, de l'impact qu'il peut avoir sur son territoire. Un restaurant en région peut avoir un impact aussi au niveau de l'employabilité, donc d'engager des gens du coin, de redonner une vitalité dans certains secteurs qui peuvent être plus ou moins avoir une plus ou moins bonne vitalité, mais le restaurant donc peut être un peu cet espace qui crée des emplois, qui crée une activité économique, mais qui crée aussi un lieu de rassemblement, un lieu de... des fois, j'avais fait quelque chose sur les microbrasseries où on voit que
ça devient des espaces culturels où finalement il y a des concerts, il y a des expositions, il y a une vitalité aussi dans le village ou dans la ville qui se crée autour de ces établissements-là. On parlait un peu d'autres nationalités aussi, c'est des lieux d'ancrage culturel aussi, c'est des lieux d'échange, c'est des lieux de découverte, c'est des lieux de dialogue. Donc il peut se passer vraiment beaucoup de choses dans un restaurant, au-delà de simplement aller s'asseoir, commander quelque chose, manger puis repartir. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus large. Et puis, le restaurateur, les gens qui travaillent, le cuisinier, les gens de service, tout ça, peuvent avoir finalement un rôle plus ou moins grand là-dedans, en fait. Mais merci Gwenaëlle pour cette entrevue. Et puis on se dit à l'année prochaine au Laurier de la gastronomie québécoise 2026. Avec grand plaisir. Merci. Un grand merci Gwenaëlle pour cette entrevue. Pour connaître l'actualité de l'industrie de la restauration, rendez-vous sur notre site web restauration.org. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn, sur X et sur Blue Sky. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'On met la table.